Pour commencer, le procès Khalifa Sall ce matin au tribunal, au palais de justice de Dakar. Khalifa Sall, le maire de Dakar, opposant comme vous. Vous êtes solidaire de Khalifa Sall? Je suis bien entendu solidaire de Khalifa Sall parce que il est quand même victime d'un certain arbitraire. Je crois qu'il y a un problème en Afrique avec les maires de façon générale. Les maires de capitale. Les maires de capitale, puisque les chefs d'État en place voient dans les maires des futurs concurrents qui sont sur un strapontin, qui peut les amener au pouvoir parce que les maires bénéficient du budget très important et donc peuvent tracer leur propre politique. C'est un peu cela, je crois. Et puis en plus, vous savez qu'au sein du PS sénégalais, il y a aussi des dissensions. C'est tout cela qui fait que Khalifa broie du noir actuellement et il a tout le monde, je veux dire, dans le pouvoir, dans son parti contre lui. Et forcément, ça ne se passera pas très bien pour lui. Et sur les accusations contre lui de détournement de deniers publics, quand même non, c'est pas grave chose. Je crois que la justice, sur les dossiers, c'est elle qui va trancher, qui va serrer un peu tout cela, voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais ce que je crois savoir, c'est que les maires, comme les chefs d'État, comme les responsables des grandes institutions bénéficient, dit-on, de certaines cagnottes qu'ils peuvent gérer à leur guise. Et c'est ce que j'ai cru comprendre, et c'est un peu ce qu'on lui reproche. Bon, dans ce cas-là, dans ce cas, on parle de fausses factures et de fausses pièces justificatives concernant la gestion de cette caisse d'avance. Ce sont des accusations à partir du moment où vous êtes au pouvoir et que vous voulez traquer un éventuel opposant, vous pouvez l'avoir sous toutes les formes possibles. On va chercher des poux dans la tête d'un chauve, et vous en trouverez. Et sur la transparence, la gestion des deniers publics, il n'y a pas tout le monde qui doit quand même faire dans la méthode orthodoxe catholique. Bon, ou orthodoxe musulman. Moi, je pense qu'il faut, il faut à la tête de toutes nos institutions, de tous nos pays, des gens qui sont vraiment clean, qui gèrent correctement. Il faut une bonne gouvernance dans tous les domaines dans nos pays. C'est avec ça seulement qu'on pourra s'en sortir, mais sinon on va tourner en rond. Oui, justement, on a l'impression de tourner en rond. Plusieurs opposants de longues années ont accédé au pouvoir. On a l'impression de revivre les mêmes choses que leurs prédécesseurs. Vous-même, peut-être, Saleh Kebzabo, quand vous serez au pouvoir au Tchad un jour, on va vous faire les mêmes reproches. On a l'impression que c'est un syndicat d'hommes politiques africains qui tous épousent les mêmes pratiques, les mêmes philosophies. Bon, pour ce qui me concerne, j'espère que non, Inch'Allah. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que dans le balbutiement de nos démocraties en Afrique, il y a encore beaucoup de fondamentaux qui ne sont pas en place. Vous prenez un exemple que je cite souvent, celui du Sénégal, qui est censé être la locomotive de la démocratie en Afrique, et qui aujourd'hui offre quand même un spectacle d'un certain recul. Il faut l'admettre. Et c'est donc cette construction de démocratie solide, avec des institutions solides, qui fait défaut. Nous en sommes encore à des balbutiements qui nous amènent à tourner toujours autour des hommes qui, de mon point de vue, ne constituent pas de bons fondements pour une démocratie qui doit avancer. Et c'est cela, je crois, le débat et la grande question en Afrique. Mais justement, pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi il n'y a pas de rupture? Alors que les gens, quand ils sont dans l'opposition, ils promettent des ruptures, ils promettent moins éveillés, mais une fois au pouvoir, ils changent complètement. Ce sont les mêmes pratiques qui reviennent. Pourquoi cela? Mais parce qu'on n'a pas d'institutions solides. Une fois encore, nous avons des institutions qui tournent autour des hommes. Et cela, en particulier dans les pays francophones, nous avons un héritage politique qui n'est pas très positif de mon point de vue. Et c'est pour cela que je crois, très modestement, que tout ce que nous sommes en train de bâtir actuellement, c'est sur du sable, c'est complètement faux. C'est pas juste du tout. Tant qu'on ne va pas changer de direction, il y aura ici et là des soulèvements, des insurrections, des remises en cause de cette démocratie qui n'est pas bonne, qui ne convient pas à nos populations, à nos peuples. Et sur ce que vous avez souligné tout à l'heure, les qualités de démocratie du Sénégal, avec cette affaire Khalifa Sall et d'autres qu'on peut bien évoquer, est-ce que pour vous, Macky Sall, par exemple, qui avait prôné la rupture pendant la campagne électorale pour la présidentielle de 2012, est-ce que pour vous, Macky Sall est un président qui a déçu? Ah, là, je n'en sais rien. C'est aux Sénégalais qu'il faut poser la question. Je ne vis pas le Sénégal au quotidien. Rien que sur cette affaire Khalifa Sall, vous dites qu'il est victime d'une injustice. Si je peux me permettre certains commentaires sur la politique du Sénégal, c'est parce que c'est un petit pays que j'aime beaucoup, que je connais depuis une quarantaine d'années, où je viens souvent, régulièrement, où j'ai beaucoup d'amis. Et donc, c'est un peu l'écho de ce que j'entends par-ci, par-là, mais je ne peux pas non plus
outre mesure, m'ingérer dans la politique sénégalaise partisane pour critiquer sans fondement. Mais je dis de façon générale que ce qui se passe ici au Sénégal, qui s'est passé au Congo, au Cameroun, au Tchad, un peu partout en Afrique, surtout francophone, c'est la lutte pour le pouvoir. Et tant qu'on ne va pas mettre en place des mécanismes qui répondent réellement à nos désirs, aux désirs de nos populations pour conquérir le pouvoir, pour le garder et pour accepter l'alternance, comme ça s'est fait pendant un certain temps au Sénégal, je crois qu'on va faire le surplace, on n'avancera pas. Pour rester sur le Sénégal et sur le Tchad, l'affaire Hissène Habré vidée, même en appel, l'ancien président de votre pays, condamné ici au Sénégal après ces grosses accusations de génocide, à la limite, 40 000 victimes, dit-on dans l'accusation. Est-ce que cette affaire, vous pensez qu'elle s'est déroulée normalement, surtout avec le militantisme de l'actuel chef d'État tchadien Idriss Déby à l'époque, militantisme pour que Habré soit jugé. Vous êtes un opposant à Idriss Déby. Est-ce que vous partagez avec lui ces mêmes convictions sur le cas Habré? Non, pas entièrement. Loin s'en faut. En son temps, l'année dernière, après le procès, j'étais à Dakar. J'ai déjà dit que ce procès laissait un certain goût amer aux Tchadiens, parce que nous qui avons vécu tous ces événements, nous pensons que, et la logique même d'ailleurs nous interpelle, on ne peut pas accuser quelqu'un, un ancien chef d'État, d'avoir perpétré, organisé, exécuté la mort d'une quarantaine de milliers de personnes et n'avoir que lui au tribunal qu'au procès. On ne peut pas seul tuer 40 000 personnes, sauf à avoir peut-être une bombe particulière qui sélectionne 40 000 personnes pour les tuer. Il y a eu des victimes, il y a eu des complices, il y a eu des exécutants. Où sont-ils? Ils ne sont pas venus à Dakar. Et c'est là Idriss Déby, vous parlez d'Idriss Déby, qui était collaborateur d'Hissène Habré. Le tribunal spécial africain n'a pas été jusqu'au bout de la logique. Idriss Déby, dans ce procès, pour vous, il devait y être aussi? Idriss Déby devait y être puisqu'il était à l'époque sous les ordres de Habré et donc il a eu à exécuter certaines missions que les Tchadiens connaissent, le septembre noir, la descente en 1984 dans le sud du pays où tous les cadres systématiquement ont été tués. Donc un procès pas équitable selon vous? Pas entièrement équitable, il devait être plus exemplaire. Avec la complicité du Sénégal alors? Il devait être plus exemplaire que cela. Avec la complicité du Sénégal? Avec la complicité de l'Union africaine et des organisations internationales qui ont mené tout cela. Sur le fond du problème, sur la manière de le faire, je suis complètement d'accord qu'il faut bannir l'impunité. Il faut que ce soit un procès exemplaire pour que des chefs d'État en place ne puissent pas répéter ce qui s'est passé au Tchad. Mais malheureusement, je dis qu'il y a beaucoup d'agents de la fameuse DDS de l'époque qui sont encore en place aujourd'hui, qui occupent des fonctions en N'Djamena, qu'on connaît très bien. Déby a extrait quelques-uns d'entre eux, une dizaine je crois, pour les juger sur place et dire que c'est l'autorité de la chose jugée, on ne peut plus les envoyer à Dakar, pour des raisons que nous connaissons. Ils ne voulaient pas que des témoins gênants viennent parler à Dakar. Et en cela, je pense que le procès a été incomplet. Il faut encore peut-être que, à une autre occasion, on y revienne. Pour vous, Idriss Déby doit un jour répondre de sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Absolument, et il le sait très bien, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'accroche au pouvoir. Il a commis beaucoup de crimes avant et pendant son régime actuel. Et justement, concernant l'actualité tchadienne, le président Déby qui a annoncé avant-hier dans son discours de Nouvel An la tenue d'élections législatives en 2018. Ces élections devaient se tenir depuis 2015, mais jusqu'à présent, elles tardent encore. Alors, comment vous appréciez l'annonce de la tenue de ces législatives au Tchad en 2018? Je voudrais d'abord faire une petite mise au point. Lorsque je parle du Tchad en Afrique de l'Ouest, là je suis en Afrique de l'Ouest depuis 2 semaines maintenant, je continuerai encore pendant 10 autres jours en Afrique de l'Ouest, j'ai un discours qui ne passe pas très bien, parce que je suis opposant à Idriss Déby, et Idriss Déby manque de peau pour nous, opposant à une certaine aura en Afrique de l'Ouest, du fait de son intervention au Mali, il y a 4 ans maintenant, du fait aussi de certaines positions démagogiques sur le franc CFA, ce qui fait que j'ai une marge de manœuvre assez difficile quand je parle de Déby dans vos pays d'Afrique de l'Ouest. Mais cela étant, je voudrais donc dire que moi-même je suis député, président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale,
Et nous avons dénoncé depuis 2-3 ans maintenant le fait que notre mandat soit fini et que le président omnipotent, qui a tous les pouvoirs, décide de reporter sine die les élections législatives. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Est-ce qu'il estimait qu'il fallait d'abord des concertations sur les réformes institutionnelles? Absolument pas. Non. Le forum auquel vous ne participez pas d'ailleurs. Ce n'était pas ça sa raison. La raison qu'il a invoquée il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour organiser des élections. Et donc moi je pense qu'un président de la République dise une chose aussi grave est inadmissible. Les institutions comme l'Assemblée nationale doivent avoir une certaine respectabilité. Et donc, il faut respecter le rythme de 4 ans au Tchad pour organiser les élections, quelles qu'en soient les conditions. Et lorsqu'il a invoqué les raisons financières, nous disons que là, c'est un scandale. Parce que si aujourd'hui, un pays pétrolier comme le Tchad, à l'heure où je vous parle, arrive à payer difficilement les salaires depuis 1 an parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, il faut bien qu'il s'en prenne à lui-même, à son système. Donc aujourd'hui, vous vous réjouissez de l'annonce de la tenue de ces élections pour cette année? Je ne me réjouis pas. Moi, j'attendais tranquillement. Je savais qu'on ne pouvait pas finir 2018 sans aller aux élections législatives pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une sorte de pression internationale sur Déby pour aller aux élections. Cette pression s'est exercée et confirmée après la réunion de Paris des bailleurs de fonds qui ont financé, qui ont annoncé des financements pour le plan national de développement. Ils ne pouvaient donc pas passer outre ces injections parce que c'est une des conditionnalités pour la mise en place du plan national de développement. Le forum au Tchad, organisé d'ailleurs par le gouvernement, sur les réformes institutionnelles, vous ne participez pas? Mais pour faire court, puisqu'on n'a pas assez de temps pour traiter toutes les questions en profondeur, je voudrais vous expliquer de quoi il s'agit. Au sortir de l'élection présidentielle très contestée, c'est le moins que l'on puisse dire de l'année dernière, puisque Idriss Déby a perpétré un véritable coup d'État électoral pour faire passer en force et au premier tour. Nous avons dénoncé cela. Nous n'avons pas été jusqu'à organiser une insurrection, mais nous avons dit que le Tchad a des problèmes, il ne faut pas les aggraver. Nous avons proposé un dialogue inclusif. Le dialogue ne correspond pas à ce que Déby attend de l'avenir du pays. Il a donc concocté un forum. La différence entre les deux, elle est claire. Le forum va se réunir à son rythme, avec les gens qu'il voudra, qui vont tirer les conclusions qu'ils veulent, des recommandations qu'il peut mettre dans des tiroirs, alors que le dialogue inclusif s'impose à lui. Voilà une des raisons pour lesquelles il refuse le dialogue. Mais quand même, la politique de la chaise vide peut vous porter préjudice. Non. Il faut laisser tomber ce mot galvaudé de chaise vide. Une chaise vide, une chaise n'est jamais vide lorsque ce sont des acteurs politiques majeurs qui doivent l'occuper. S'ils ne sont pas là, c'est parce que les conditions ne sont pas remplies pour être là. Et leur absence va se faire ressentir. Ce que je voulais juste dire par rapport au forum, c'est que voilà un régime, voilà un président qui dit qu'il est élu, il se fait investir, il nomme un premier ministre qui va à l'Assemblée nationale avec son programme. Le premier ministre dit que le programme est celui du président élu. Il a donc la légitimité de l'Assemblée nationale pour aller exécuter ce programme. Il se retourne ensuite pour dire non, on va organiser un forum pour avaliser les réformes. Non, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes reconnaissent leur illégitimité. Et ils me demandent à moi et à d'autres comme moi de participer à un forum qui a comme programme le programme du candidat que moi j'ai combattu avec mon propre programme. Donc, si j'y adhère, ça veut dire que je renonce à mon programme. Après ce forum, forcément, il y aura peut-être un référendum. Il y aura peut-être un référendum. Et vous allez peut-être voter non. C'est évident, puisque toute l'opposition a décidé de ne pas y participer. On votera non, mais dans des conditions que l'on sait. Ah, bien entendu, il ne faut pas boycotter les élections. Un peu incohérent quand même tout ça. Pas du tout, c'est très cohérent. C'est absolument cohérent puisque les législatives, forum ou pas forum, doivent avoir lieu. Elles sont attendues depuis 2 ans et donc pour nous... Oui, boycotter le référendum et participer aux législatives, ça ne semble pas aller ensemble. Non, il n'y a absolument aucune incohérence. Il faut tout simplement se dire que le référendum, il n'est pas indispensable. Il peut même passer par l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un rendez-vous majeur. Ce n'est pas un rendez-vous important. Ce n'est pas un rendez-vous incontournable. Alors que les législatives, c'est un rendez-vous incontournable où on va se présenter devant les populations qui vont désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il n'y a pas une incohérence dans ce que je dis. Oui, alors, on ne peut pas parler du Tchad sans parler de la lutte contre le terrorisme. Le Tchad qui est fréquemment attaqué par les djihadistes et qui est d'ailleurs membre du G5. Alors, comment vous voyez la menace terroriste et les initiatives du gouvernement pour lutter contre le terrorisme? C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut serrer les choses. L'armée tchadienne intervient au Mali.
Elle est présente sur certains fronts comme au Niger ou au Cameroun, mais elle n'est pas fréquemment attaquée par les djihadistes, comme vous le dites. Parce que nous avons d'abord un rempart naturel qui est le lac Tchad, nous avons les remparts qui sont les pays voisins, tout cela fait que les djihadistes n'ont pas accès directement au Tchad. C'est très difficile sur le plan militaire de venir attaquer le Tchad. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Déby exploite cette situation, il en fait un fonds de commerce. Il en fait un fonds de commerce qui fait qu'aujourd'hui, aux yeux des Occidentaux, il est redevenu fréquentable. Et nous disons non, il faut quand même serrer les choses. Ce sont des soldats tchadiens qui se battent. On ne peut pas envoyer nos enfants aller se battre ailleurs et que ce soit un régime ou un individu qui en tire avantage. Il en tire avantage sur deux plans. Et là, il faut qu'on le sache. Tous les soldats qui se battent au Mali, par exemple, sous la bannière des Nations Unies, devraient en principe être payés. Comme vous le savez, le Sénégal a l'habitude de cette situation, mais les soldats tchadiens ne sont pas payés, on voit cet argent. L'absence du Sénégal dans le G5 Sahel, ça vous semble bizarre? Ça me semble anormal. Là aussi, j'ai dit en son temps qu'il ne faut pas faire du G5 Sahel un instrument uniquement francophone. Vous avez un pays comme le Nigeria qui souffre énormément de la rébellion avec Boko Haram. Vous avez un pays comme le Cameroun. Dans tous ces compartiments, le Cameroun, anglophone, francophone. Absolument. Donc, moi, je pense que si on veut véritablement organiser quelque chose autour d'un G5 Sahel, il faut que ce soit tous les pays qui sont concernés directement ou menacés qui devraient faire partie de cette organisation. On a une minute pour parler d'une autre actualité. Vous évoquez le pétrole tchadien. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, inculpé aux États-Unis pour présumée corruption, qu'il aurait aidé des entreprises chinoises à verser des pots de vin au président tchadien Idriss Déby, qui a nié. Cheikh Tidiane Gadio aussi qui nie. Pour vous, une accusation sérieuse ou une manipulation des Américains parce qu'ils n'ont pas gagné ces marchés au Tchad? Non, absolument pas. Il n'y a pas de manipulation à ce niveau-là. Moi, je pense que les Américains, dans des domaines comme cela, sont de fins limiers qu'il faut respecter. Ils ne peuvent pas lancer une affaire qu'ils n'ont pas maîtrisée. Ils ont mené leurs enquêtes depuis au moins 2-3 ans qui ont abouti à ces conclusions qui sont, de notre point de vue, patentes. Monsieur Gadio, c'est quelqu'un qu'on voyait il y a 2-3 ans à N'Djamena de façon fréquente et régulière. Il y a donc eu entre les deux individus un certain lien. À quel niveau, jusqu'où, je ne peux pas vous le dire, mais je pense qu'il faut attendre là aussi que la justice suive son cours. Il ne faut pas que des interventions au niveau supérieur de l'État viennent étouffer un dossier de scandale aussi grave que celui-là. Lorsque le nom d'un chef d'État, quel qu'il soit, est cité dans des affaires de ce genre de corruption, c'est très grave. Et il faut vraiment qu'il y ait une certaine transparence dans la gestion de nos États, dans la gestion de nos pays. Il faut que nos chefs d'État soient très éloignés des questions de scandale comme cela. Vous donnerez ce conseil à Macky Sall? Je ne le vois pas. C'est pas donc je ne sais pas si vous avez ces problèmes au Sénégal, donc ne m'amenez pas sur ce terrain. Saleh Kebzabo, chef de l'opposition au Tchad, était notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne journée. Merci.